Nous sommes samedi 18 mai, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par une audience à la primature. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu ce matin en audience la secrétaire générale adjointe des Nations Unies chargée de l'appui aux missions et le président du comité militaire de l'Union européenne. Si, avec la délégation des Nations Unies, il a été question de la transformation de la MISMA en MINUSMA avec la délégation de l'Union européenne. Les entretiens ont porté sur les conclusions de la dernière réunion des chefs d'état-major de l'Union européenne. Mamari Koné a suivi ces audiences pour nous. Au lendemain de la réunion des chefs d'état-major de l'Union européenne tenue à Bruxelles, le coordinateur des activités des 27 chefs d'état-major s'est fait le devoir de venir rendre compte aux autorités maliennes des conclusions des travaux. Des conclusions qui confirment l'engagement constant des pays de l'Union européenne à accompagner dans la durée notre pays. J'ai rendu compte de la réunion que nous avons eue il y a 2 jours avec les chefs d'état-major des armées à Bruxelles et de leur engagement au profit constant et dans la durée au profit du Mali dans le cadre de la formation IUTM Mali. Et c'est à ce titre que je suis venu ici, non seulement pour rencontrer le Premier ministre, le ministre de la Défense, mais aussi aller sur le terrain, voir les formateurs et ceux qui sont instruits et dont le premier bataillon va bientôt terminer sa formation et pouvoir être déployé. Avec la délégation de l'ONU, il a été question de la transformation de la MISMA à la MINUSMA, une transformation qui vise la stabilisation et le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Nous avons discuté de la mise en application de la résolution du Conseil de sécurité qui a été votée le 25 avril pour constituer la MINUSMA. Et nous avons surtout insisté sur l'urgence qu'il y a de mettre en œuvre cette résolution et ensuite faire rapport au secrétaire général, au Conseil de sécurité. Et nous avons reçu de la part du Premier ministre toutes les assurances, une ferme assurance de leur soutien pour la MINUSMA et pour tous les collègues qui sont ici, ainsi que les organisations partenaires qui sont sur le terrain afin de pouvoir achever l'exécution de ce mandat. Ces deux audiences traduisent une fois de plus l'engagement de l'Union européenne et de l'ONU à aider notre pays à sortir de l'impasse. Il n'y a pas de souci à se faire pour une bonne organisation des examens de fin d'année et cela malgré le contexte peu ordinaire de notre pays. C'est l'assurance donnée cet après-midi par le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des Langues nationales. Bokar Moussa Diarra a rencontré cet après-midi les journalistes à la Maison de la Presse et on me signale que le reportage n'est pas encore prêt et en attendant, je vous parlais d'un autre titre dans ce journal, le retour de l'administration dans les régions libérées. Après 1 an d'absence, l'administration est de retour à Diré et à Goundam en 6e région. Le gouverneur de région, le colonel-major Mamadou Mangara, vient d'installer les préfets et sous-préfets de ces 2 localités. Ils ont été accueillis comme des héros, un témoignage de la liberté retrouvée. Le point avec Adama Djimde. C'est dans une liesse populaire que les jeunes patriotes et le conseil communal de Diré ont accueilli le retour de l'administration. Ces jeunes brigadiers qui ont sécurisé leur ville après la libération sont heureux aujourd'hui de recevoir les représentants de l'État. Ici à Diré, ce jour de gloire et de liberté retrouvée équivaut au 22 septembre 1960. Avant d'installer le préfet, le gouverneur a tenu à rencontrer ces jeunes. Objectif, leur notifier la reconnaissance de la nation pour leur acte de bravoure. En installant le préfet et son adjoint, le chef de l'exécutif régional a réaffirmé qu'ils ont la charge de conduire les chantiers de l'État à Diré. Il en fut de même pour Goundam. Ces administrateurs qui viennent, ils retournent de façon définitive pour exécuter la feuille de route du gouvernement, à savoir l'un des points importants, les élections. Et ils sont déjà en plein. Depuis étant à Tombouctou, ils avaient déjà fait les premiers pas pour les procédures électorales. Donc, arrivés ici, ils ne feront que achever ce qu'ils ont entrepris à Tombouctou. À Goundam, l'administration a du pain sur la planche.
Ces centaines d'amas de registres, de documents et d'archives témoignent de la brutalité des terroristes. Qu'à cela ne tienne, l'État reprend ses droits. Ses administrateurs sont déterminés pour l'amour de la patrie. Pour eux, la feuille de route est déjà tracée. La première action, c'est de regrouper les forces vives, regrouper la population, regrouper tout le monde pour que les activités puissent démarrer facilement. Nous demandons à tous les chefs de service qui sont partis à revenir pour que nous puissions démarrer les activités dans tous les domaines. À l'image de ces soldats de l'administration, les autres agents de l'État doivent emboîter le pas, car personne ne fera éternellement le Mali à notre place. La 3e édition du Salon africain des transports dénommé Africa Transtour s'est ouverte à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et les 15 pays de la CEDEAO prennent part au salon, lequel salon vise l'émergence d'une coopération entre États. Plusieurs ministres des Transports étaient présents à l'ouverture, dont celui de Mali, le colonel Abdoulaye Koumaré, et c'est un compte rendu signé de Boubacar Sissoko. Cette 3e édition du Salon africain des transports est une opportunité et un nouvel espoir pour toute l'Afrique de l'Ouest. Ce salon favorise non seulement l'émergence d'une coopération entre États, mais aussi il aidera les pays de la région ouest africaine à trouver des solutions aux problèmes qui entravent les transports. Les pays n'ayant pas de débouchés sur la mer peuvent tirer beaucoup de bénéfices. Ça augure déjà du bon par rapport à l'intégration économique sous-régionale. C'est-à-dire que l'intégration économique passe par les transports. Notre pays a besoin d'être désenclavé et c'est seulement à travers le transport, que ce soit le désenclavement intérieur ou le désenclavement extérieur. L'espace d'exposition du Salon africain des transports donne l'occasion aux acteurs du transport de nouer des relations de partenariat. Une autre opportunité, c'est le partage d'expériences en matière de transport. Déjà, des perspectives s'offrent au Mali dans le cadre du transport maritime. À travers ces salons, nous allons profiter pour avoir un autre port, un port d'accès ici, en Côte d'Ivoire, qui est le port de San Pedro. En plus du port d'Abidjan, ce port d'ailleurs, on vient de faire un essai qui a été concluant. Plus de 150 exposants venus de l'espace UEMOA participent à cette 3e édition du Salon africain des transports d'Abidjan. Une telle initiative concourt au renforcement de l'intégration entre les pays de la région. En marge des travaux du salon, le ministre Koumaré a eu une rencontre avec le personnel des entrepôts maliens en Côte d'Ivoire et avec le Conseil malien des chargeurs et celui des transporteurs routiers du Mali. Voilà, on me signale que la conférence de presse qui a été donnée par le ministre en charge de l'éducation, que l'élément est en place, où Boubacar Moussa Bokar Diarra disait qu'il n'y avait pas de souci à se faire pour une bonne organisation des examens de fin d'année, et cela malgré le contexte peu ordinaire de notre pays. Compte rendu signé Lamine Tchekoura à Koulibaly. Cette conférence de presse a été l'occasion pour le ministre de confirmer les dates retenues pour la tenue des examens, session de juin 2013. Des examens qui se tiennent dans un contexte marqué par l'insécurité et les élections à venir. Le diplôme d'études fondamentales, le DF, le baccalauréat, le CAP, se tiennent dans la première quinzaine de juin, tandis que le BT, le brevet de technicien, se déroule à partir du 17 juin. Environ 219 000 candidats se présentent au DF cette année et 112 000 au baccalauréat. En ce qui concerne les programmes, de manière générale, le taux d'exécution à la date du 26 avril varie entre 90 et 95% dans les régions non affectées par la crise sécuritaire. Quant aux écoles des régions du Nord, excepté celle du Cap de la ville de Gao et de certains caps de la région de Mopti, la plupart d'entre elles ont ouvert leurs portes entre mars et avril avec le minimum d'enseignants. Les examens coûteront environ 3 milliards de francs CFA. Ces 3 milliards ne prennent pas en compte les centres des régions du Nord qui restent à définir, une session spéciale pour les élèves qui n'auront pas composé au Nord et dans certaines parties de Mopti se tiendra probablement en octobre. L'organisation de 2 sessions se justifie par le fait que, d'une part,
Ceux qui ont épuisé les programmes et qui seront admis pourront préparer les dossiers à temps pour postuler aux bourses offertes par les différents pays, préparer les dossiers pour se présenter aux différents concours organisés entre le mois de juillet et celui de septembre, s'inscrire à temps dans les universités étrangères pour ceux qui ont les moyens. Enfin, les candidats admis au DEF seront orientés à temps. Et d'autre part, la session spéciale permettrait de donner plus de chances de réussite aux candidats des régions du nord du Mali dont les programmes n'ont pu être achevés. Par ailleurs, certains candidats réfugiés dans les pays voisins pourront revenir tenter leur chance à la session spéciale. Le ministre, dans sa conclusion, a invité les enseignants à œuvrer au bon déroulement des examens, à la réconciliation nationale et à la prévention des populations contre les mines antipersonnelles. Toujours sur le sujet éducation, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra le lundi 20 mai et les jours suivants s'il y a lieu à partir de 10 h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des questions orales adressées à Monsieur le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales. Des délibérations sur le projet de loi modifiant la loi numéro 06-044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale des communications. Et on nous signale par ailleurs le même soir, le lundi soir, le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales quittera Bamako pour Salvador au Brésil. Il participera du 20 au 24 mai prochain au 15e Forum mondial sur la nutrition des enfants. À noter qu'au cours du dit forum, le ministre Bokar Moussa Diarra présentera l'exemple malien du développement des programmes d'alimentation scolaire. 51 jeunes Maliens ont reçu hier après-midi dans le camp de formation de Toukoto, dans le cercle de Kita, des attestations et des kits pour travailler et s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Ces jeunes venus de toutes les capitales régionales et le district de Bamako ont pendant 2 mois suivi des cours théoriques et pratiques dans plusieurs domaines. Abdrahman Meiga et Youssouf Diarra, envoyés spéciaux. Cette cérémonie de remise d'attestation et de kits fait suite à une session de formation théorique et pratique suivie par 51 jeunes venus de toutes les capitales régionales du Mali et du district de Bamako. Ces jeunes déscolarisés ont pendant 2 mois évolué dans les domaines de la coupe-couture, de la construction métallique et de l'électricité bâtiment. Compte tenu de la situation actuelle du pays, cette 7e promotion du camp de Toukoto ne pouvait choisir mieux que la paix. Il s'agit par le choix d'un tel thème d'inciter les Maliens à l'union des cœurs et des esprits, 2 conditions sans lesquelles tout processus de développement est voué à l'échec. Au camp de jeunesse, chaque fois que nous avons l'occasion de former, c'est l'ensemble des jeunes du Mali qui se retrouvent. Donc nous contribuons énormément au ciment national. Ensuite, c'est la création d'emplois. La création d'emplois. Après chaque session de formation ici, nous équipons, nous accompagnons les jeunes avec un kit qui leur permet effectivement de pouvoir s'installer dans la vie active. Créé en 2004 dans le souci de servir d'espace de formation et d'épanouissement à la jeunesse malienne, le camp de Toukoto a de sa création en nos jours formé plus de 400 apprenants, dont 118 femmes. Ces jeunes ont pendant leur séjour appris à se connaître et à tisser des liens d'amitié. Un grand nombre d'eux sont dans ce pays et ils n'ont pas de formation. Ils attendent un accompagnement et un suivi pour leur insertion. Nous, notre mission et notre rôle fondamental, au même titre qu'eux, c'est de les accompagner, de les repérer, de les choisir et de les identifier pour pouvoir leur donner une formation adéquate afin qu'ils puissent s'insérer dans le subtissu social. La formation que vous venez de recevoir ne doit pas constituer une fin en soi. Vous devez continuer à vous perfectionner davantage en vue de faire face aux exigences de compétition du marché du travail. Il vous a été remis à chacun un trousseau composé de matériel et d'outils de travail. Ce trousseau doit vous aider à faire démarrer immédiatement vos activités qui, je l'espère, seront bien menées. Je vous invite donc à en faire bon usage afin de faciliter votre insertion socio-économique. L'appui dont vous bénéficiez ainsi est un privilège qu'il vous revient à travers un savoir-faire et un savoir-être de valoriser. En plus de la formation professionnelle, cette 7e promotion a également appris plusieurs notions de base indispensables à son développement et à son épanouissement. Il s'agit de la culture du patriotisme,
du civisme, de la démocratie et des techniques d'animation et de loisirs. Restons dans la région de Caille. Les parlementaires en charge des questions d'habitat, des travaux publics et des transports ont visité dans la région de Caille les travaux d'entretien périodique et de réhabilitation de la route Sandaré Caille-Diboli et celle de Caille-Djamou-Bafulabe-Mahina. Le constat qui se dégage de cette visite, le tronçon Sandaré Caille est fini. Les travaux de réhabilitation de l'axe Caille-Diboli sont exécutés à 80%. Par contre, les travaux sont arrêtés depuis mars 2012 sur le tronçon Bafulabe-Caille. Mahamadi Aliou-Bari. Les membres de la commission Habitat, Travaux publics et Transports de l'Assemblée nationale se sont rendus dans la première région pour constater les travaux d'entretien périodique et de réhabilitation du tronçon Sandaré-Caille Diboli et celui de Caille-Djamou-Bafulabe-Mahina. La première étape de cette visite a été la route nationale numéro 1 au corridor Dakar-Bamako, une route qui contribue efficacement au développement économique de notre pays. Le tronçon Sandaré-Caille est déjà fini. Quant à la route Caille-Diboli, les travaux de réhabilitation exécutés par l'entreprise Covec Mali avancent normalement. Selon les techniciens, le taux d'avancement est de 80%. Les élus se disent satisfaits. Nous nous sommes rendus compte d'un travail très bien fait, vraiment que nous saluons, c'est de manière sincère que nous le disons. Saluons et félicitons tous ceux qui ont participé à ça. La deuxième et dernière étape de cette visite des parlementaires a été la route nationale numéro 22, allant de Caille à Mahina, en passant par Djamou et Bafulabe. Les travaux sont presque terminés. Sur la première partie du tronçon, il reste seulement quelques retouches à faire entre Djamou et Bafulabe. Le véritable problème se situe au niveau du tronçon Bafulabe-Mahina, long de 6 km. Ce sentier est arrêté depuis les événements de mars 2012. Ce qui est assez déplorable et inacceptable même à un niveau, c'est ces petits 6 km de voies urbaines à l'intérieur de cette ville avec une aussi grande densité de population qui ne peut pas trouver encore d'issue pour des raisons minimes et injustifiées. Il faut signaler que les travaux de réhabilitation de la route Sandaré-Caille-Diboli sont entièrement financés par l'autorité routière à hauteur de 20 milliards de francs CFA. L'Association des jeunes avocats du Mali a procédé au lancement de son projet renforcement des capacités pour l'accès à la justice des victimes de violations des droits humains liées à la crise. Le coût total du projet s'élève à 19 millions de francs CFA. Ce financement est assuré à hauteur de 90% par l'Agence canadienne de développement international. Moussa Fane, reportage. Lutter contre l'impunité et les violations des droits humains, c'est le combat de l'Association des jeunes avocats du Mali, AJAM. C'est pourquoi l'association a initié un projet dénommé « Renforcement des capacités pour l'accès à la justice des victimes de violations des droits humains liées à la crise ». C'est un projet qui vise à renforcer la capacité des juristes en enquête et en documentation. L'initiative prend également en compte les cas de violations des droits humains qu'a connu le pays durant la crise. Les auteurs des violations des droits humains et les différents acteurs de la société civile doivent être conscients que tout crime futur sera l'objet de poursuites par un réseau de personnes engagées à la défense des droits humains. Il s'agira essentiellement de mener des enquêtes et de documenter des dossiers crédibles afin d'éviter que des preuves ne soient perdues. D'un coût de plus de 19 millions de francs CFA, le projet est financé à 90% par l'Agence canadienne de développement international ACDI. Il devra contribuer aussi au rétablissement de l'état des droits et de la confiance de la population envers les institutions. Nous pensons que ce projet aidera les victimes de violations des droits humains à faire valoir leurs droits devant les instances judiciaires compétentes. L'accès à la justice est une des priorités de notre département. D'une durée de 10 mois, le projet concerne 145 juristes et parajuristes. La politique dans ce journal, Aïdara Aïchata Sissé dite Chateau proclame sa candidature à l'élection présidentielle. Elle a fait hier, à l'issue d'une rencontre au Centre international de conférence de Bamako. Chateau est actuellement députée à l'Assemblée nationale. Elle est élue à Bourem dans la région de Gao. En se présentant à la présidentielle de juillet prochain, Madame Aïdara entend surtout prôner le changement dans le pays. Ibrahima Traoré.
monde venu soutenir son engagement. Très tôt piqué par le virus de la politique, Mme Aïdara est depuis 2007 députée à l'Assemblée nationale, élue à Bourema, dans la région de Gao. Je suis là, je viens soutenir une femme, et la soutenir dans ses actions, la soutenir pour ce qu'elle peut faire pour le Mali, ce qu'elle peut faire pour les sœurs maliennes, pour toute la sous-région et pour toutes les femmes du monde. Vivement qu'il y en ait d'autres aussi, qu'il y ait d'autres candidatures féminines, parce que c'est important. Et pour que, au niveau de notre pays, on sache que les femmes aussi ont des capacités, que les femmes aussi peuvent se hisser à ce niveau de responsabilité. Très engagé, Château a effectué plusieurs missions pour le retour définitif de la paix au Mali. On note ses actions de lobbying et de plaidoyer au Parlement européen, au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, sur les plateaux de télévision en France, aux États-Unis et dans le reste du monde. Elle entend donc se présenter à la présidentielle pour prôner surtout le changement dans le pays. Le problème du Malien aujourd'hui, je crois que c'est d'abord un problème d'éducation civique et ça va être au cœur de mes préoccupations. C'est aussi un problème de développement, mais le problème de développement aussi est lié un peu au problème de sécurité et de la paix. S'il n'y a pas de paix et de sécurité, on ne peut pas parler de développement. Le développement, c'est pour tout le Mali entier. Mais il ne faut pas que les gens aient l'impression qu'on ne parle que du Nord, parce que bon, le développement, ce n'est pas seulement qu'au Nord qu'il y a des problèmes, il y en a aussi au Sud, il y en a à Kaï, il y en a partout. Aïdara Aïchata Cissé a débuté son combat comme syndicaliste à la défunte Air Afrique, où elle a occupé divers postes de responsabilité. Château a également travaillé en tant que directrice à la compagnie STA à Paris et à son compte comme promotrice et directrice générale d'une agence de voyage. Elle fêtera ses 55 ans le 26 juillet prochain. Le Rassemblement pour le développement et la solidarité RDS engage une réflexion sur le développement durable et la gouvernance. C'est à la faveur d'une journée dont l'objectif est d'attirer l'attention des pouvoirs publics et des populations sur la bonne gestion des ressources naturelles. Au micro de Bourama Traoré, le président du RDS, le professeur Younoussa Meïdiko, revient sur le sens du concept développement durable et gouvernance. Il s'agit d'un développement équilibré, harmonisé, un développement de partage, un développement solidaire avec les couches défavorisées, avec les pauvres, un développement ouvert sur le futur. Le développement durable se présente alors par l'intersection de trois sphères, à savoir l'environnement, le social et l'économie. Le développement durable vise l'efficacité économique, l'équité sociale et la préservation de l'environnement dans un cadre de bonne gouvernance. Le concept de développement durable ne peut devenir réalisable que s'il est soutenu par un véritable pouvoir, une gouvernance, voire une bonne gouvernance. Sans la gouvernance, le développement durable a peu de chances de devenir une réalité. Aller vers le développement durable, c'est modifier les modes de production et de consommation actuels. Et cela ne peut passer que par l'innovation. Le Rassemblement pour le travail et la démocratie tient depuis ce matin son premier congrès ordinaire. Le parti que dirige Dr Ahmed Sow, le parti donc avec ses animateurs présente comme une plateforme fonde sa doctrine sur le travail. Les textes du parti et les stratégies d'implantation constituent le menu de ce congrès. Alousseni Touré. Il faudrait désormais compter avec le nouveau parti dénommé le Rassemblement travailliste pour le développement. Le RTD voudrait occuper toute sa place sur l'échiquier national et international et se mettre en ordre de bataille pour les échéances à venir. Son président fondateur, Ahmed Sow, se félicite de la présence des délégués des 49 cercles du Mali, y compris des contrées les plus difficiles d'accès et les moins sécurisées. Donner au mot Mali sa vraie signification en valorisant le travail, condition sine qua non de tout développement, c'est le credo du RTD. Nous avons, il y a 2 mois, décidé de créer cette formation politique qui en réalité est une plateforme ouverte à tous les Maliennes et les Maliens qui veulent œuvrer pour l'édification de notre pays. Nous avons souhaité, compte tenu des enjeux et des défis auxquels notre pays est confronté, à faire un appel à tous ceux qui veulent œuvrer
pour que demain, on puisse construire un nouveau pays. Un pays où on pourrait faire juguler la pauvreté, un pays où on pourrait enclencher le processus de développement socio-économique. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de ce premier congrès, à savoir la mise en place des structures du parti et la définition des stratégies de son implantation. Les congressistes vont notamment se déterminer sur les statuts et le règlement intérieur, les ressources du parti, l'implantation et l'investiture. Le congrès du Rassemblement travailliste pour le développement s'achèvera ce dimanche par un meeting. L'actualité sur un tout autre plan, le gouverneur de la 2e région était à Banamba. Alaï Tessougué est allé évaluer sur place le travail effectué par les administrateurs, les structures décentralisées de la CENI et l'ensemble des acteurs dans le cadre de l'organisation des élections à venir. Fousseini Tunkara. Cet espace de communication a permis au gouverneur Tessougué de connaître les tâches déjà effectuées par les autorités locales chargées des préparatifs des échéances de juillet 2013. Il s'agissait, entre autres, de faire la tenue des séances de travail avec le Centre de traitement des données CTD de l'État civil et de la Délégation générale aux élections en vue de l'harmonisation des villages, fractions et quartiers. Donc cette mission a été exécutée. L'actualisation du vivier des agents électoraux. Cette mission a été également exécutée. La détermination par les sous-préfets des ressorts de remise des cartes NINA ainsi que les plans de progression des équipes est exécutée. On peut également ajouter à ces travaux abattus la disponibilité en lieu sûr de 374 urnes, 322 tampons en craire, 638 isoloirs, bref, tous les matériels électoraux indispensables à la réussite d'une élection. Dans son intervention, le gouverneur de la 2e région n'a pas caché sa satisfaction par rapport à ce premier bilan. Il a aussi exhorté l'assistance à multiplier les efforts pour ne pas décourager ceux qui nous aident. Donc on vous demandera par ailleurs aujourd'hui, vous qui êtes membre du cadre de concertation, membre des commissions d'organisation, où que vous soyez, de vous constituer en soldat, de vous constituer en sentinelle de la démocratie, pour que, aux yeux du monde encore, le peuple malien puisse se mettre debout et dire que nous allons choisir nos dirigeants. En quittant Banamba avec une note d'espoir, le gouverneur a affirmé que tous les secteurs de la 2e région seront concernés par la même activité. L'ONG Vision citoyenne du millénaire poursuit sa campagne d'information et de sensibilisation des femmes leaders d'associations et de groupements sur le processus électoral. L'association a rencontré à Daoudabougou, en commune 5 du district de Bamako, les responsables d'associations et de groupements féminins. Abdrahman Meiga, reportage. La réussite d'une élection juste et transparente dépend en grande partie de son organisation matérielle, mais aussi de la mobilisation des citoyens à la base. Tel semble être le message fort compris par l'ONG Vision citoyenne du millénaire en organisant le présent cadre de concertation. Cadre qui regroupe plus d'une centaine de femmes composées essentiellement de leaders d'associations et de groupements de femmes de Daoudabougou en commune 5 du district de Bamako. Ensemble, ces femmes ont eu à échanger sur des sujets d'une importance capitale pour la promotion et l'épanouissement de la femme. Ces sujets concernent notamment le rôle de la femme dans la vie associative et politique, le leadership féminin et le développement local. Nous aurons les moyens. Les moyens, c'est quoi d'abord? C'est notre volonté d'y arriver. Et comme vous l'avez constaté, la volonté y est. Nous avons des partenaires, nous sommes des femmes. Tout le monde est prêt à nous aider, à nous accompagner. Actualité oblige, ce cadre de concertation a également été l'occasion pour ces leaders d'associations pour faire une vue d'ensemble sur l'importance de la participation des femmes au processus électoral et la gestion d'activités génératrices de revenus. Autant de concepts sans lesquels l'autonomisation et la participation des femmes dans les instances de prise de décision n'auront de suite favorable. Sur la vie politique, elles ont compris quelque chose parce qu'elles croyaient qu'elles devraient voter seulement pour les hommes. Mais maintenant, elles ont su qu'il ne s'agit pas de voter seulement pour les hommes, mais il s'agit de voter également pour elles-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de savoir que ce que les femmes ont appris, elles sont capables aujourd'hui de manipuler l'outil qui leur a été donné. Dans la poursuite de ses ambitions, l'ONG Vision citoyenne du millénaire poursuivra ce genre d'activité dans tous les quartiers de la commune 5 du district de Bamako. Ces initiatives permettront d'inciter ces leaders d'associations à une prise de conscience afin d'apporter leur contribution
à l'essor économique de notre pays. Pénurie d'eau dans les quartiers périphériques de Bamako, les populations de Rimadio sont désormais soulagées de la corvée d'eau grâce à l'opération distribution d'eau potable initiée par l'association Nieta en collaboration avec l'association des chefs de famille et le comité de gestion communautaire du dit quartier. Moussoukoura Konati a suivi l'opération pour nous. Il n'y a pas d'eau ici, il n'y a pas de puits ni de pompe. Nous sommes loin des bornes fontaines qui se trouvent jusqu'au bord du goudron. Pour satisfaire les besoins domestiques, il faut en moyenne 2 filles par jour pour une famille moyenne, ce qui fait une dépense journalière de 1000 francs, rien que pour l'eau. Ils n'ont pas d'eau. Imaginez ce que ça fait au point de vue santé, au point de vue difficulté pour la population. Une mère de famille fatiguée et désespérée, un chef de village impuissant. L'opération distribution d'eau potable est une réponse à cette réalité fâcheuse que vivent les populations de Irimadio en général et de Irimadio Médine en particulier. Les raisons de la création de l'association Nieta sont fondamentalement la recette des problèmes réels de développement qui se posent à notre quartier. La pénurie d'eau est un problème récurrent dans notre quartier, un réel problème de développement. En attendant d'avoir une solution définitive, nous nous sommes organisés pour fournir de l'eau à notre population. Cette opération est rendue possible grâce à la collaboration de l'association des chefs de famille, de la mairie, du comité de gestion communautaire et de la protection civile. Elle s'étend à tous les quartiers de Irimadio à raison de 3 ravitaillements de 3500 litres tous les 2 jours. En 4e région, 40 jeunes seront installés sur 120 hectares de périmètre risicole pour la campagne agricole qui s'annonce. La directrice générale de l'Agence pour la promotion de l'emploi jeune était jeudi dernier sur le site à Siengo. L'installation de ces jeunes s'inscrit dans le cadre des chantiers écoles avec la méthode haute intensité de main-d'œuvre. Candesila depuis Ségou. Ils sont 40 nouveaux jeunes qui vont bientôt bénéficier chacun de 3 hectares dans la zone d'Indebougou, précisément à Siango. Ces jeunes, dont la liste vient d'être publiée au cours d'une cérémonie qui a regroupé les préfets de Nyonon et les responsables de l'APES, sont les heureux élus parmi les 758 dossiers recensés. Une initiative très heureuse. Heureuse et qui constitue pour nous vraiment un espoir. L'espoir de plus en plus affiché et recherché pour aboutir à l'autosuffisance alimentaire d'abord et à la résorption du taux de chômage des jeunes. À Siango, les préparatifs sont en cours sur les 120 hectares qui vont accueillir dès la campagne agricole prochaine les nouveaux occupants. À ce stade, les travaux sont pratiquement terminés. Les échanges avec les 57 jeunes déjà installés au cours de la première phase auront permis à Mme Maïga Sinadamba de noter quelques préoccupations majeures relatives à leur installation et à l'acquisition des magasins de stockage. Mais la réussite de cette initiative heureuse passe forcément par l'acceptation des jeunes eux-mêmes à être les vrais acteurs de leur promotion. La terre est là, à l'office du Niger ici. L'eau est disponible, les compétences techniques sont là, et les intrants agricoles sont disponibles. Je pense que nous avons intérêt aujourd'hui à informer et à sensibiliser nos enfants sur vraiment cette opportunité qui est là et qu'ils doivent saisir pour se faire leur avenir. Pour rappel, cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions de soutien à la croissance économique financées à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA, montant dont l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes a décidé d'utiliser l'essentiel pour la réalisation des chantiers écoles avec la méthode haute intensité de main-d'œuvre IMO. L'association Ansardine Internationale était face à la presse ce matin. La conférence était animée par le guide spirituel de l'association, Chérif Ousmane Madani Aïdara. Il était question pour lui de présenter aux hommes de médias les conclusions des travaux du 9e congrès de Ansardine Internationale, les travaux qui ont débouché sur la désignation d'un nouveau président, et cela pour un mandat de 5 ans. La conférence de presse suivie par Adama Koudjo. Ce point de presse se tient au lendemain de la tenue du 2e congrès de l'association Ansardine Nationale. Le guide spirituel de l'association a informé les hommes des médias des résultats de ce congrès. Dans les 5 années à venir, l'association envisage de réaliser des infrastructures dans les domaines universitaires, hôteliers et autres.
On a besoin d'enseignement. Ça, à côté de ça, on va construire les universités, Inch'Allah. Et on va cultiver aussi dans les champs. Et ça, Inch'Allah, on va faire ça. C'est ça notre ambition. Et puis, Inch'Allah, on va réaliser. Pour les moyens de sa politique, l'association compte sur l'engagement de ses membres. Le thème du deuxième congrès était « Pardon et réconciliation ». Notre pays a besoin aujourd'hui de se réconcilier, de donner les mains et puis d'oublier des passés pour qu'on puisse construire notre pays. Pour l'instauration de la paix et de la cohésion sociale, Chérif Ousmane Madani Aïdra a réitéré sa disponibilité à accompagner la commission dialogue et réconciliation. Selon le guide spirituel, la religion doit s'éloigner de la politique afin de mieux jouer son rôle. Il prévient qu'il ne va pas donner de consignes de vote sauf pour sauver le pays. L'autre titre phare de ce journal, c'est ce vent de liberté sur les radios privées de Gao depuis le départ des djihadistes. Les animateurs s'organisent pour pouvoir donner des émissions dignes de ce nom. Notre équipe basée à Gao et dirigée par Daouda Zoumana Traoré dans la ville nous fait voir le quotidien de ces radios. La ville de Gao dispose de 7 radios privées dont les grilles de programme répondent aux préoccupations de la population. Jusqu'à l'occupation récente de la partie septentrionale de notre pays, ces radios arrivaient tant bien que mal à jouer leur rôle dans le développement de la cité. Avec cette nouvelle donne, les choses ont changé. Interdiction de jouer de la musique et bref, une véritable censure s'est installée. Les pressions, je vous avoue, ont été très fortes. Très fortes. Avec le MNLA d'abord, parce que je vous rappelle que nous avons été agressés ici, au niveau de la radio, pour la simple raison que le MNLA a voulu que cette radio puisse faire des sensibilisations au niveau des populations pour que les populations adhèrent à leur cause. On était obligé de changer toute notre grille de programme. Quand la radio émettait, on ne jouait que de la musique coranique, c'est-à-dire de la lecture coranique. Et je vais vous dire qu'il y avait aussi la musique des pays arabes qu'on nous a amenés pour nous obliger vraiment à jouer. Toute radio qui s'opposait à leurs consignes était sanctionnée ou menacée. Cela est arrivé aux radios Adar Koima, Nata et Hanna. Des animateurs ont fait l'objet d'exactions sur leur propre personne. La nuit du 5 août, en plein Ramadan, ils sont venus en grand nombre, ils m'ont enlevé, ils m'ont tabassé avec le fusil. Donc depuis le studio, j'ai pris KO. Ils m'ont pris, m'ont amené derrière la ville, dans un espace vide. Ils m'ont torturé là-bas, ils m'ont laissé pour mort. Autre forme de menace, l'animateur Kader Touré était donné pour mort pendant les moments chauds de cette rébellion. J'ai appris l'information comme vous, parce que nous émettons en ce moment quand RFI avait donné l'information. Et tout ce que moi j'ai déploré, c'est que ça a été une véritable faute grave d'information. Les agents de ces radios, malgré les interpellations, les emprisonnements et les bastonnades, ont tenu tête aux terroristes, aux narcotrafiquants, aux rebelles et aux soi-disant djihadistes. Malgré leur refus souvent catégorique, ces radios ont servi de canal de propagande aux occupants de Gao. La population, qui a toujours détesté les avis et communiqués de ces soi-disant djihadistes, a apprécié tout de même la bravoure et la ténacité des radios privées. C'est à cause de ces radios-là que nous sommes même restés ici à Gao. Parce que chaque jour, il y avait des nouvelles, c'est la sensibilisation et tout par ces radios-là. Un autre manque à gagner, c'est la destruction totale des installations de l'ORTM Gao, ce qui a privé les habitants de la cité des Askia d'informations nationales et même internationales. Pour recoller les morceaux, certaines radios ont trouvé les moyens de se connecter à l'ORTM au moment des éditions du journal Parler. Nous avons payé du matériel pour pouvoir synchroniser 13 heures Radio Mali, pour encore nous, parce que le nationalisme oblige, Radio Mali pour les gens jusqu'à 14 heures. C'était ça, et ça on le faisait de nos poches, parce que sans les radios, pas de vie. La reprise normale des émissions de l'ORTM est vivement attendue, de même que celle des radios privées de Gao, car la sous-information peut être source d'insécurité et Gao en a marre.
Sport, athlétisme dans ce journal, la 21e édition du tournoi de la solidarité a démarré hier après-midi au stade du 26 mars. Le Bénin est le seul pays absent à cette édition. Notre reporter Isaac Tienou a assisté à la cérémonie d'ouverture. Voici son compte-rendu. C'est par une modeste cérémonie marquée par le défilé des pays présents, à savoir le Burkina Faso, le Niger, le Togo et le Mali, pays organisateurs, et une prestation d'artistes que cette 21e édition s'est ouverte. Occasion pour le président de la Fédération malienne d'athlétisme de rappeler les avantages déjà obtenus par les athlètes des pays de ce tournoi. C'est grâce au tournoi de la solidarité que nos athlètes, les athlètes de nos différents pays, membres de la solidarité, ont obtenu des médailles au cours des championnats d'Afrique, Jeux africains ou Jeux de la francophonie. De plus, certaines fédérations membres ont organisé avec succès des championnats d'Afrique dans d'excellentes conditions qui leur ont valu des félicitations du monde entier. Cette année, la compétition s'organise dans un contexte particulier pour le Mali. Déjà, la présence des athlètes est aussi un signe de solidarité. Je voudrais émettre le vœu que le tournoi de la solidarité s'enracine davantage et qu'il permette l'éclosion de talents nouveaux et qu'il permette d'espoir à nos jeunesses respectives. Les concours de poids hommes et de saut à hauteur d'âme, en plus de 800 mètres, 100 mètres hommes et dames, et les 10 000 mètres hommes ont donné le ton à la compétition. L'enjeu pour le Mali est de garder sa couronne. La compétition prend fin dimanche. Cette bonne nouvelle pour nos amis amateurs de ballon rond, un match aller du tour de cadrage de la Coupe de Confédération. Le stade malien de Bamako a battu Lydia Académique du Burundi 5-0. À la mi-temps, le score était de 3-0. Le match retour est prévu dans 2 semaines à Bujumbura. Voilà, mesdames et messieurs, nous reformons ce journal sur cette prouesse du stade malien de Bamako. Demain, 13h, Mohamed Touré sera là pour l'édition de 13h. Quant à moi, je me ferai le plaisir d'être là à 20h pour la grande édition. Merci à toute l'équipe qui a aidé à la réalisation de ce journal. D'ici là, l'information continue sur notre site www.ortm.ml. Excellent week-end à tous. Au revoir.